Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Art et Marché, votre émission hebdomadaire consacrée au marché de l'art. En cette première partie d'émission, nous nous sommes rendus aux Puces de Saint-Ouen, au cœur du marché Paul Bert Serpette, où nous avons observé les investissements récemment réalisés sur site et découvert comment les marchands s'approprient ces nouvelles dynamiques. Et puis en seconde partie, place à notre interview du week-end, nous recevons Charles-Henri Philippi qui a exercé plusieurs fonctions au sein de la fonction publique, du secteur bancaire. Il vient aujourd'hui nous parler de son engagement au sein de l'écosystème Art Absolument. C'est parti pour Art et Marché édition week-end. Nous nous sommes rendus au sein des Puces de Saint-Ouen, au marché Paul Bert Serpette, où d'importants travaux de rénovation ont été réalisés. L'occasion pour nous de découvrir l'ampleur des investissements réalisés et surtout voir comment les marchands historiques s'approprient ces nouvelles perspectives. À Paul Bert Serpette, vous avez 373 marchands actuellement, avec tout l'écosystème qui va avec, d'artisans, transporteurs, restaurateurs. Et en vivant ensemble, on entend les besoins. Et dans ces besoins-là, ce qui vient à répétition, c'est le besoin de stockage, le besoin d'espace annexe à la commercialisation, le besoin pour les marchands de se loger et pour les clients aussi. On recrée certains organes qui existaient et qui ont été détruits. Et on crée des organes pour s'adapter au mode un peu lifestyle de notre milieu des arts décoratifs. On a fait une première phase qui a été vraiment technique, c'est-à-dire il y a eu un audit du bâtiment, donc il fallait le refaire fonctionner sur son étanchéité, sa circulation, ses chaussées, enfin voilà. Et puis depuis 2021, on est rentré dans une phase d'expansion et de reconstruction sur des territoires comme cet endroit qui était un terrain un peu abandonné, qui faisait un peu parking sauvage, mais qui est complètement mitoyen à l'entrée du marché. Donc on a reconstruit des structures qui répondaient à des besoins de marchands, puisqu'on n'avait pas à Paul Bert et à Serpette de stand toute hauteur. Arrive aussi maintenant l'expansion, donc on est aussi sur les bâtiments qui sont à côté de nous, des bâtiments qui étaient une ancienne copropriété que nous avons racheté vide et que nous sommes en train de réhabiliter en résidence de tourisme, qui sera vraiment dédié surtout à un besoin que les marchands ont de se loger sur les Puces. Et va suivre immédiatement après, sur l'arrière de ce terrain, la construction d'un bâtiment de 3000 m² de remise showroom pour pouvoir proposer à nos marchands du stockage pour leurs marchandises. Les grosses phases de travaux très lourds commencent le 1er septembre 2025 pour la livraison de la résidence de tourisme aux alentours de décembre 2026 et on l'espère juin 2027 pour la résidence de stockage. Pendant très longtemps, c'était un marché à ciel ouvert, il y avait des portes. Mais c'était un vrai courant d'air. Pour ceux qui étaient depuis très longtemps, c'était un vrai courant d'air et c'était très chaud en été, très froid en hiver. C'est devenu un vrai marché, entre parenthèses, fermé. La majorité des marchés aux Puces n'ont quasiment pas évolué depuis 15 ans. Ce qui manque à Paul Bert et à Serpette, ou ce qui manque au marché aux Puces, c'est une espèce de reconnaissance de marchandises. Vous avez de très très bons marchands ici, avec une très très bonne clientèle et une très bonne marchandise en général. Mais nous n'avons pas la réputation des galeries du Carré. Ici, vous allez avoir le même type de marchandises, pas au même prix, généralement on est moins cher. Je pense que les travaux d'embellissement nous mettent en avant. Oui, nous mettent en avant et permettent de modifier probablement l'image que les gens ont des Puces. C'était notre reportage au marché Paul Bert Serpette. Tout de suite, place à l'interview du week-end. Je suis ravie d'accueillir aujourd'hui Charles-Henri Philippi, qui est président d'Evercore France, collectionneur et aussi partenaire d'Art Absolument, un écosystème culturel porté par un magazine dont on va parler un peu plus en détail tout de suite. Merci beaucoup d'être avec nous. Bonjour, merci de m'accueillir chez vous. Alors vous avez une longue carrière dans la haute fonction publique, dans la banque, mais donc c'est davantage votre engagement culturel en tant que collectionneur, en tant qu'investisseur, en tant que mécène que nous allons explorer aujourd'hui. Tout d'abord, est-ce que vous pouvez nous raconter
Quelle a été votre première rencontre, votre premier investissement personnel dans ce monde culturel? Je suis avant tout devenu collectionneur. Et ensuite, quand je suis devenu intervenant dans l'art, je dirais, ça s'est en fait passé un peu par hasard. C'est-à-dire que je suis devenu actionnaire de Piazza, c'est la maison de vente aux enchères, parce que j'avais des amis qui voulaient faire cette chose-là et qui m'ont dit « Viens avec nous, ça sera sympathique et bien ». Ce qui a été sympathique et bien, très amical, et finalement on a une belle affaire qui se débrouille bien. Et sur Art Absolument, j'avais créé au CCF une fondation photo. Alors CCF Pardon, au Crédit Commercial de France, bien entendu, qui était une banque, c'était une banque cotée française assez grande, qui ensuite a été rachetée par HSBC. Et donc on avait cette fondation photo, et elle avait pour objet de primer 2 jeunes talents photographes chaque année, de leur offrir un catalogue, de leur offrir des expositions, etc. C'était passionnant, avec un jury extérieur. Et ça marchait très bien. Et un jour, 2 gars d'Art Absolument sont venus me voir et m'ont dit « On voudrait faire une interview de vous, etc. » Ils ont dit, à l'occasion, ils ont vu que sur mes murs, il y a des tableaux, des photos, des trucs. Et donc, ils ont dit, vous ne voudriez pas vous associer avec nous? Ils avaient besoin d'argent un petit peu. Et donc, je suis devenu actionnaire chez eux, et je suis devenu partenaire. Et c'était en 2008, donc c'était il y a 17 ans quand même. Et donc, on est restés ensemble et on a continué cette aventure. On a ouvert un espace d'art. Donc on a une revue. Art Absolument. Voilà, alors qu'est-ce que l'écosystème? Au départ est une revue, oui. Tout simplement une revue d'art. Je ne devrais pas dire un petit beaux-arts, parce que mes collègues d'Art Absolument vont dire, mais non, on n'est pas un petit beaux-arts, on est quelque chose de très très bien, beaucoup mieux, machin, etc. Mais enfin, disons, pour qu'on comprenne bien, c'est la même ligne éditoriale. C'est la même ligne éditoriale, c'est montrer ce qui se passe en France dans l'art et les choses importantes sur le plan international. Et puis on a associé à cette revue un espace d'exposition où on fait des expositions qui sont plutôt thématiques, qui sont en lien avec la revue et avec notre ligne esthétique, en quelque sorte. Bon. Et cet endroit qu'on avait ouvert au départ dans le 13e arrondissement, où il n'y avait pas grand monde qui venait, on l'a déplacé au carrefour de l'Odéon. J'ai trouvé un endroit qui est un ancien atelier de fabrication de blouses d'infirmières, juste au carrefour de l'Odéon, où là on a ouvert un espace qui est assez grand, quand même une centaine de mètres carrés, et où on expose et on tient la revue. Et donc, voilà, nous avons des abonnés, nous avons des gens qui peuvent être acheteurs aussi d'œuvres d'art. Notre objectif est avant tout de montrer le travail ou de jeunes artistes, des travaux thématiques, aussi des travaux d'artistes qui peuvent avoir été un peu oubliés et qui sont de grande qualité, et d'essayer, si possible, d'équilibrer nos comptes. La vocation n'est pas une vocation de profit véritable, c'est une vocation d'équilibre qui permettent de faire quelque chose qu'on aime. Et comment est-ce que vous avez travaillé cet équilibre? Parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, on voit de plus en plus des écosystèmes qui se créent autour de secteurs comme le dessin, etc., qui ajoutent des espaces, des hôtels, etc. Est-ce que vous avez pensé cet écosystème pour qu'il soit équilibré à la fois dans la promotion culturelle? Je ne l'ai pas vraiment pensé. Économiquement, non, je dois dire, économiquement, je ne l'ai pas vraiment pensé. Une revue d'art a du mal à gagner sa vie. On couvre les coûts de fabrication de la revue, etc., mais les coûts fixes sont plus difficiles à couvrir, en tout cas pour nous, peut-être que d'autres. Et donc, quand on fait des expositions, dans une exposition thématique, il y aura sans doute la moitié des œuvres qui ne seront pas à vendre, parce qu'elles nous seront prêtées, elles correspondent à un thème qu'on veut montrer, puis une autre moitié qui sera peut-être à vendre. Et on fait des marges à peu près normales sur ça qui essayent d'équilibrer. Donc l'objectif, c'est plutôt l'équilibre. Et surtout, respecter notre ligne. Et donc, je vais vous donner un exemple. On a fait une expo récemment qui s'appelle Terre d'artistes, que des artistes qui travaillent sur la terre. On avait des grands artistes comme Richard Long, Jean Dubuffet, qui n'étaient pas à vendre. Et on les associait à des artistes jeunes, de qualité, qui étaient plus émergents, qui étaient à vendre, et en quelque sorte, les grands soutenaient les jeunes. Et ça c'est un truc qui nous a fait plaisir. On était là, et effectivement,
Il y a beaucoup de gens qui sont venus, qui ont trouvé l'ensemble des choses assez belles et qui ont trouvé qu'il y avait une femme qui s'appelle Carole Leméoté, qui était à côté d'un du buffet. Ça tient la route. Vous avez une matériologie du buffet, ça tient la route. Et ça, je trouve que l'idée qu'on replace des jeunes dans l'histoire de l'art, qu'on les associe à leurs anciens et qu'on fasse levier, au fond, du grand artiste sur l'artiste plus jeune, c'est un truc qui nous plaît beaucoup. Et vous parce que nous, on est une chaîne, les personnes qui nous regardent sont des investisseurs, sont très intégrés dans le monde économique. Est-ce que vous auriez des conseils à donner? Qu'est-ce qui vous motive, vous, pour investir dans la culture? Je vous ai déjà dit ça. Est-ce que j'investis à proprement parler dans la culture? Je pense que dans la culture, alors la culture en général, c'est très large. Oui. On va parler des arts plastiques. Gagner de l'argent dans le commerce des arts plastiques, c'est pas si simple. Vous êtes des intermédiaires, c'est un marché qui se concentre de plus en plus. Il y a des grandes galeries qui d'ailleurs se revendent, sont achetées aussi par des fonds d'investissement. Donc là, il y a certainement une activité qui peut rapporter de l'argent quand on est avec des très grands noms. Il faut faire attention parce que les grands noms sont aussi souvent des marques personnalisées. Oui. Et il faut faire attention aux marques personnalisées quand on est investisseur. Bon. Ensuite, il y a un autre domaine. Donc le métier d'intermédiaire est un métier qui se concentre et où il n'y a pas beaucoup d'espace pour des gens de taille moyenne qui puissent offrir, je dirais, des rentabilités qui soient importantes. L'autre côté, c'est les collectionneurs. Alors là, je pense que la création disciplinée d'une collection, avec des aides, parce que dans l'art, il y a beaucoup de choses. Il y a l'artiste, il y a la conduite de son travail, il y a sa représentation par des galeries et par des intermédiaires. C'est tout ça qui fabrique la valeur financière d'un artiste. Et donc ça, il faut être très discipliné dans ce domaine-là. Et donc l'idée, j'achète juste ce que j'aime, il faut quand même faire attention. Sauf que après 40 ans, vous avez eu une éducation, vous avez un œil qui vous fait reconnaître des choses, qui tiennent mieux la route, etc. Mais l'idée que, en tant qu'investisseur, la valeur dans l'art soit une valeur purement visuelle, si j'ose dire, ça c'est une erreur. Bon. Donc il faut être le collectionneur qui collectionne pour investir doit être suffisamment avisé, ou alors il achète des œuvres déjà chères. Donc vous avez maintenant des sociétés qui mettent sur le marché, je ne sais plus comment, j'oublie le nom de cette société, mais qui est une société tout à fait remarquable. Elle achète des tableaux, elle achète un gros Warhol. C'est Matisse, vous parlez de Matisse? Non, c'est une société américaine, et chaque tableau est une société par action, qui est cotée et qui est régulée par le régulateur américain, la SEC. Et donc ils disent, le thème c'est nous avons une capacité d'identification des artistes qui sont déjà connus, et d'achat, et puis une puissance d'achat vis-à-vis des intermédiaires et des galeries qui nous permet d'acheter au bon prix des œuvres exceptionnelles dont la rareté fera qu'elles seront plus chères demain. Et donc vous avez 1% d'une œuvre. Vous avez 1% d'une œuvre, mais c'est vraiment un pur investissement financier. Oui, c'est le marché qui se structure et qui se financiarise. Bon, c'est la financiarisation tout simplement des œuvres d'art une par une en quelque sorte. Bien, merci beaucoup Charles-Henri Philippy pour votre regard sur ce monde de l'art. Et donc je rappelle que vous êtes président d'Evercore France, collectionneur et partenaire d'Art Absolument. Et merci à vous toutes et tous de nous avoir suivis. C'était Art et Marché, édition Week-end.